Donc on va présenter la correction de l'exercice 13 sur la rencontre de la sonde Cassini avec Saturne. Lors de la mission d'exploration, la sonde européenne Cassini-Huygens livrait ses premiers clichés de Saturne, notés S, de ses anneaux, et donc de nombreux satellites, dont Titan, qu'on va noter par la lettre T qui est la plus grande, représentée par une masse M. On considéra que le centre décrit une trajectoire circulaire autour de Saturne. Représenté qualitativement sur un schéma, donc Saturne, Titan et la force de gravitation. Donc il s'agit juste de faire une représentation de la situation, quelque chose de très schématique. Donc avec Saturne et son centre, de représenter Titan, alors on va pouvoir le représenter lui par un point, et on sait qu'il y a donc une trajectoire circulaire qui est décrite par Titan autour. Donc là on peut faire que la moitié, et continuer après en pointillé. On note que ici on a une trajectoire circulaire, et il est demandé donc de faire apparaître la force de gravitation appliquée sur Titan. Donc puisqu'elle s'applique sur Titan, c'est-à-dire que c'est celle qui va donc être appliquée par Saturne, donc via la droite de direction. On aura un vecteur unitaire qui est dirigé comme ceci, donc vers Saturne, puisque c'est elle qui applique, et donc on a une force de gravitation qui est exercée, qu'on va appeler F, donc de Saturne sur Titan. Donc là, on pourra appeler ça la force F. Donner l'expression vectorielle de la force. Donc surtout quand on parle de vectoriel, il est important donc de noter qu'il nous faut un vecteur unitaire. Donc c'est pour ça que dans le schéma, il est vraiment conseillé d'écrire ce vecteur. Alors j'aurais peut-être dû mettre une autre couleur, ce vecteur U, ce vecteur unitaire, ce vecteur qui permet de suivre la liaison entre les deux astres. Et donc on sait qu'une force de gravitation, elle est donc proportionnelle à ce vecteur unitaire. Elle est toujours donc gravitation, c'est-à-dire qu'on doit avoir la constante gravitationnelle dedans la formule. Tout est proportionnel aux masses. Donc on sait qu'on a donc la masse M de Titan qui sera en jeu. Alors un peu plus bas dans le sujet, on nous donne la masse S de Saturne. Donc les deux masses doivent se multiplier. Et on est inversement proportionnel au carré de la distance qui les sépare. Donc D, en précisant que c'est la distance qui sépare le centre de Saturne du centre de Titan. Et on est bien vectoriel parce qu'on a gardé un vecteur de part et d'autre. Exprimer l'accélération vectorielle de Titan en précisant la loi utilisée. Donc on doit aboutir à une accélération, et juste avant, on nous parle d'une force. Donc il faut faire le lien entre les deux. Eh bien, la seule chose qui permet de faire le lien entre la force et l'accélération, c'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Et cette deuxième loi de Newton nous dit qu'effectivement que la somme des forces qui va s'appliquer doit être égale à la masse fois l'accélération. Donc ça, on peut le mettre entre guillemets, puisque c'est la loi qu'on apprend par cœur. On fait donc la précision, donc on n'a qu'une seule force qui s'applique, F, égale donc la masse M de Titan, donc c'est grand M, on respecte la valeur de l'énoncé, que multiplie donc le vecteur accélération. On fait un petit peu donc de développement, on a grand G, grand M, grand MS, D carré vecteur U, égale grand M vecteur accélération. M de part et d'autre, ça donc se simplifie, G ms sur la distance au carré du vecteur unitaire est égal au vecteur accélération. Donc on retrouve bien ici le vecteur accélération. Préciser ses caractéristiques, eh bien G, ms et la distance seront finalement des constantes. U c'est le vecteur unitaire, donc c'est-à-dire selon le vecteur qui dirige de Titan vers le centre de Saturne. Montrer que le mouvement de Titan est uniforme. Alors ça, il faut se souvenir que si on est sur un mouvement circulaire, on doit utiliser ce qu'on appelle la base de Freinet. Alors base de Freinet, ça sous-entend qu'il y a deux types d'accélération. On a l'accélération tangentielle, dv sur dt, et on a l'accélération normale qui est en v carré sur r, et r représentant le rayon de rotation. Donc, tous deux sont les mêmes maintenant en termes de vecteurs, c'est-à-dire qu'on le met selon le vecteur tangentiel et le vecteur n selon le vecteur normal. Il y a un vecteur normal et un vecteur tangentiel. Donc, si on cherche à se remettre sur notre situation initiale, eh bien dans un mouvement circulaire, ça c'est le vecteur tangentiel, tangente à la courbe de trajectoire, et le vecteur normal, n, qui lui vise à chaque fois le centre de rotation, donc c'est-à-dire le centre de Saturne.
Au final, ce vecteur n correspond à notre vecteur u, ce qui indique qu'on va donc pouvoir mettre ensemble les deux égalités. C'est-à-dire que v carré sur alors, le rayon, c'est la distance d que nous on a choisi d'appeler. G ms d carré. D carré, je peux donc supprimer une valeur de d. V carré est égal à G ms sur d. Donc la vitesse sera donc la racine carrée de G ms sur d. Étant donné qu'on n'a que des termes constants à l'intérieur, eh bien effectivement, on a donc eu un mouvement donc, de vitesse uniforme. Montrer que l'expression de la vitesse orbitalaire de Titan autour de Saturne, c'est Vt Gms, Rt, et calculer sa valeur. Alors, Rt, il n'est pas précisé ici, c'est donc le rayon par rapport à Titan. Donc nous, c'est ce qu'on avait exprimé ici. D, notre distance, c'est donc le rayon de Saturne, Rs, plus le rayon de l'orbite de Titan, Rt, plus normalement le rayon de Titan lui-même. Ici, on a donc l'absence d'information sur le rayon de Titan, c'est-à-dire qu'on va le considérer négligeable et bien plus petit. Le rayon de Saturne par rapport au rayon de Titan est bien plus petit, il est 100 fois plus petit puisqu'on a 10 puissance 4 pour 10 puissance 6. Bon, c'est comme si on modifiait finalement que le dernier chiffre. Donc on a une approximation que D sera approximativement égal à RT. Et donc dans notre calcul de tout à l'heure, en faisant évoluer notre relation, c'est comme si on avait écrit G ms sur RT. On propose maintenant de corriger donc l'exercice 27, donc intitulé Vostok 1, premier vol spatial. Le premier vol habité donc de l'histoire a été effectué le 12 avril 1961 depuis donc le cosmodrome de Baïkonour avec à bord le cosmonaute célèbre Yuri Gagarin. La trajectoire du module est modélisée suivant une orbite circulaire d'altitude h égale 225 km. Avant même de passer aux questions, ce qui serait bon, c'est de situer, donc de faire le schéma de la situation. On n'est pas obligé de faire le schéma complet, on peut juste représenter la moitié de la Terre. Et donc de se voir ensemble que la trajectoire du module qui a été lancé se trouve à une altitude h. Donc le point ici, c'est le module spatial. Et donc on sait que entre la surface de la Terre et le module, il y a une altitude h. Si on regarde bien donc maintenant les questions, préciser la condition pour que le mouvement soit uniforme, établir le bilan des forces, montrer que l'expression de la vitesse sera de la racine carrée, calculer la valeur de la vitesse et en déduire la période de révolution. En bas, dans les données, on a la valeur de grand G, le rayon de la Terre et la masse de la Terre. Donc on peut d'ores et déjà représenter ici le rayon de la Terre, que c'est une information dont on va avoir besoin. La masse de la Terre n'est pas forcément mise sur le schéma. Et on sait qu'on a une trajectoire qui est de type circulaire, donc on va suivre la même proportion de représentation. Préciser la condition pour qu'un mouvement soit uniforme. Donc il faut pour ça que l'accélération tangentielle soit nulle, qu'on ait une accélération normale constante. Et donc du coup on aurait par la suite une vitesse constante sur un mouvement circulaire. Établir le bilan des forces exercées sur le module. Eh bien, le module, étant donné qu'il n'est pas sur Terre, donc il est soumis à de la gravitation, donc il est soumis à la force d'attraction gravitationnelle. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre chose, puisque comme il est à cette hauteur-là, on va considérer qu'il est suffisamment loin pour ne pas avoir de frottement qui le ralentisse. Montrer que l'expression de la vitesse orbitalaire du module est égale à. Donc là, il y a tout le développement à faire. C'est-à-dire qu'en partant de la deuxième loi de Newton, que la somme des forces est égale à m1, m étant la masse du module, on a donc G, m de la Terre, sur la distance qui sépare le centre de la Terre du centre du module. Et on voit bien que sur notre schéma,
on l'a bien représenté, c'est la distance RT plus H au carré, est égale V carré par le rayon de rotation du module, c'est-à-dire lui aussi RT plus H. Moyennant donc que l'accélération doit être multipliée par la masse, on a donc M à rajouter dans la multiplication, RT carré et RT, ça va se simplifier, donc, hop, on va en avoir comme simplification que V carré est égal à G, MT, RT plus H. Et comme nous, on veut passer la racine carrée, c'est-à-dire que notre vitesse, c'est bien racine carrée de GMT, RT plus H. Alors, pour expliquer d'où revient donc l'accélération en V carré, c'est parce que l'accélération normale s'exprime en V carré sur R. Et comme on a considéré qu'on n'y avait pas d'accélération tangentielle, c'est la seule accélération que je dois considérer dans ma seconde loi de Newton. Calculer la valeur de la vitesse du module. Donc on arrive à une vitesse de 7770,4 mètres seconde moins 1. En déduire la période de révolution du module. C'est-à-dire la période de révolution, c'est-à-dire le temps nécessaire pour faire un tour complet. Donc quand on veut faire un tour, et bien en fait on fait le périmètre. Donc le tour, c'est donc 2π fois r. Notre rayon de rotation, c'est RT plus H. Le temps qui sera mis, c'est le temps t pour la période. Et donc quand on va passer à l'un divisé par l'autre, on obtiendra donc une vitesse. Vitesse que l'on connaît. Donc notre période t, on inverse les deux informations, c'est donc le périmètre qui aurait été parcouru divisé par la vitesse. Et moyennant le calcul, on a donc une période de rotation qui se fait à 5332 secondes environ. Alors on va proposer donc la correction de l'exercice 33 sur le coucher de soleil sur Tatooine. Donc c'est un sujet qui est de 2016, donc on trouvera donc un sujet qui sera de meilleure qualité photo. C'est pour ça que je me suis permis moi donc sur le sujet de commencer donc à préparer et à repasser en fait les deux étoiles dont il est question, puisqu'on veut donc dans la saga de Star Wars, donc Tatooine qui a la particularité d'être en orbite autour de deux étoiles, Tatoo 1 et Tatoo 2. Donc comme sur la photo ça ne se voit pas très bien, dans le livre ça se voit beaucoup mieux, sinon vous pouvez retrouver donc le sujet, comme je disais, donc par exemple sur le site Labo Lycée. Donc du point de vue de la planète, tout se passe comme si les étoiles n'en faisaient plus qu'une. Et donc on peut estimer que la distance est légèrement supérieure à 10 millions de kilomètres. En vérité, pour ne pas être inhabitable et donc expliquer son aspect désertique, une bonne position de Tatooine serait donc de 200 millions de kilomètres. En supposant que Tatoo 1 et Tatoo 2 sont à égale distance de Tatooine. Montrer en s'appuyant sur la photo et sur le texte que la valeur du rayon de chacune des deux étoiles est environ égale à 2 millions de kilomètres. Donc l'idée, c'est effectivement de mesurer, puisqu'on parle donc surtout ici de s'appuyer sur la photo et sur le texte, et surtout le terme qui vient ici, c'est sur la photo. Comme on parle donc du terme de s'appuyer sur la photo, c'est-à-dire qu'il faut faire des mesures sur l'image. C'est ce qu'il faut comprendre en fait par rapport à la question du sujet. Avec les mesures donc sur l'image, on sait qu'on doit donc mesurer entre les deux étoiles, eh bien, il y a environ 200 millions de kilomètres. Tout au moins, ce serait de 200 millions de kilomètres l'idée. Et donc nous, on a donc 10 millions de kilomètres qui va séparer légèrement les deux étoiles. Donc c'est pour ça qu'on a donc la distance entre les deux étoiles qui vaut 10 puissance 6 km. Donc la mesure à la règle, si on prend de bout à bout, puisqu'en fait normalement c'est donc de centre à centre, on est donc à 19 mm. On mesure donc la taille pour une étoile par rapport à l'image. Donc on avait donc 6 mm, mais ces 6 mm correspondent finalement à de rien, donc le diamètre. Donc si on fait un produit en croix, donc on a D qui correspond à 19 mm. On a donc deux rayons qui correspondent à 6 mm. Donc nous ce qu'on cherche c'est la valeur de R. Donc on aurait 6 fois D, on va diviser par les 19. Millimètre par millimètre, on peut donc se permettre de laisser comme cela. Sachant que le 2 que j'ai aussi en numérateur, je vais laisser au dénominateur. Donc à peu de choses près, on arrive sur une valeur qui vaut à peu près donc, du 1,6, 10 puissance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme on a tout fait en kilomètres, ce sont des kilomètres, soit effectivement un arrondi de 2, 10 puissance 6 kilomètres. Et donc effectivement, on a un arrondi de 2 millions de kilomètres
approximativement dessus. En supposant que les étoiles possèdent la même masse volumique que le Soleil, et évaluer leur masse. C'est-à-dire que masse volumique, on a masse divisé par volume, si on prenait simplement déjà la définition. Donc ce qu'il faut faire, c'est déterminer la masse volumique du Soleil. Donc pour ça, on prendra donc la masse du Soleil divisé par le volume du Soleil. Sans oublier que un volume, c'est donné donc ici, pour le Soleil, on serait donc à tiers de pi r cube, et donc avec le rayon du Soleil associé dedans. Donc nous on veut donc calculer donc la masse d'une étoile, sachant qu'ils sont censés obtenir normalement donc la même masse volumique. On a calculé donc le rayon de chaque étoile, on va donc pouvoir mettre les équations ensemble. Donc on va faire le travail de mise en équation. Donc on va avoir la masse divisée par le volume, qui est égal donc à la masse du Soleil sur le volume du Soleil. Donc on aura donc une masse qui sera masse du Soleil, qui multiplie le volume donc d'une étoile de Tatou 1 ou Tatou 2, divisé par le volume du Soleil. Alors on pourrait très bien passer donc par le calcul des volumes, sauf que si on fait donc le rapport comme il est là écrit, on n'a pas forcément la nécessité de le faire. On peut très bien donc, effectivement, essayer de développer ceci en disant que les masses des soleils, c'est 4 tiers de pi, donc rayon au cube, divisé par 4 tiers de pi, rayon du soleil au cube. Les 4 tiers pi s'annulent. On obtient donc à la fin que la masse, ça serait donc la masse du soleil, et puis il y aurait donc le rapport de R sur R soleil, le tout au cube. Et si on fait l'application numérique, on obtient une masse M qui vaut 4, alors on peut donc arrondir à un chiffre après la virgule, 7 10 puissance 31 kg. Et donc si on considère donc la masse totale donc, des deux étoiles ensemble, puisqu'on dit qu'elles sont très proches, on va pouvoir avoir une estimation qui nous donne quelque chose qui serait de l'ordre de 9,4 10 puissance 31 kg pour donc l'étoile centrale réunissant les deux étoiles. Donc la question 3, on demande de faire le schéma de la situation en supposant donc qu'on est donc Tatou 1, 2 avec Tatooine, donc qui sera donc ici. Et on a donc dans le schéma, donc sans souci d'échelle, une trajectoire comme ceci. On va donc avoir une force d'attraction à représenter. Donc la force d'attraction, c'est toujours l'astre majeur qui l'exerce. Donc on va avoir une force d'attraction qu'on va appeler F, qui va s'exercer du centre de Tatou 1, 2 jusqu'au centre de Tatooine. Et on doit représenter aussi le vecteur accélération. Sachant que dans le vecteur accélération, on a donc normalement la base de Freinet, que le vecteur accélération, il ne se fait uniquement que selon le vecteur radial. Donc on n'aura donc que l'accélération normale, donc radiale, ici. On aurait pu en parler aussi, mais on ne le verra pas, d'accord, on aurait dû faire apparaître l'accélération tangentielle dedans. Alors on suppose maintenant effectivement que le mouvement supposé circulaire de la planète dans le référentiel est uniforme. Alors il sera uniforme pour la simple et bonne raison que si on applique la deuxième loi de Newton, eh bien en fait on va avoir dans le bilan de somme des forces où il n'y a que la force d'attraction exercée par Tatooine, par Tatou 1, 2 sur Tatooine, pardon, qu'on a donc la masse de Tatooine que multiplie l'accélération. La force gravitationnelle, c'est G, M, donc de Tatou 1, 2, alors je les ai appelés total tout à l'heure, sur la masse de Tatooine, divisé par la distance D au carré qui les sépare. Puis on a la masse ici de Tatooine et l'accélération. Donc c'est le vecteur unitaire U qui est ajouté ici, ici le vecteur A, sachant que le vecteur U, c'est le vecteur qui a été utilisé aussi par AN, donc c'est-à-dire que, je l'ai mis en rouge, pardon, donc la force ici U, hop,
du vecteur U, elle se fait avec la force F, c'est collinéaire. Comme on a donc les vecteurs qui sont collinéaires et qu'on a donc les masses ici de Tatooine, on voit bien qu'on a G, masse totale donc des deux étoiles, divisé par d carré, est égal à l'accélération. Et donc on a bien une accélération qui est uniforme, puisque nous avons, en supposant que c'est circulaire, une distance fixe, une masse fixe, et donc G qui est la constante de gravitation universelle, qui est donc une constante par définition, donc une valeur fixe. Déterminer la période de révolution de Tatooine. Donc ça, il faut essayer de revenir avec la notion de vitesse, donc en faisant appel à l'accélération du vecteur de Freinet. Donc l'accélération normale dont on évoquait tout à l'heure l'existence, c'est v carré sur r. R étant le rayon de corps de rotation pour une trajectoire circulaire. Nous, on veut donc faire l'association de ces valeurs. Donc on a g m total d carré est égal à v carré sur d. Je transforme ici ma relation en disant effectivement que r sera la distance entre les deux. On suppose effectivement que la trajectoire est circulaire, donc ça veut dire que les distances, ce sont les rayons de rotation. Donc on va avoir r carré égale v carré sur r. On simplifie donc une puissance. On obtient donc que la vitesse, c'est la racine carrée de g, masse totale des deux étoiles, un Tatooine 2, divisé par r, et le tout ensemble sous la racine. Et si on passe à l'application numérique, on obtient donc une vitesse v qui vaut... Donc pour expliquer donc le calcul qui sera donc à faire, on a donc ici donc 6,67 10 puissance moins 11 qui est la constante de gravitation universelle. Les 9,3 10 puissance 31, c'est la masse totale des deux qui nous est donnée par l'énoncé. On a dit qu'on prendrait la masse de Tatou. Et les 210 puissance 9, ça correspond plus haut dans le sujet aux 200 millions de kilomètres à utiliser. Et comme on doit convertir en mètres, on est donc à 210 puissance 9. Première étape de calcul, on le repasse à la racine et on obtient donc effectivement une vitesse qui avoisine les 1,8, 1, 2, 3, 4, 5, 10 puissance 5 mètres seconde moins 1.